Est-ce que le Maroc est toujours sous protectorat? Le Maroc, si vraiment on répond à la question sous un angle de droit, le Maroc n'est pas sous protectorat, mais le Maroc est sous tutelle. Il y a une grande différence dans l'approche juridique. Parce que le Maroc n'a pas d'armée. Il a une armée dont la fonctionnalité est de réprimer, et ce qui a été démontré. L'armée a réprimé la révolte de Doubi, juste après l'indépendance. L'armée a réprimé la révolte du Rif. L'armée a arrêté la gauche marocaine quand elle préparait son premier coup d'État, 63. Ceux qui interrogeaient, ceux qui torturaient, c'était les militaires. C'est aux frères, Dlimi, voilà. C'était ces noms-là qui tournaient. C'était ces noms-là qui transparaissaient, qui apparaissaient à la presse. L'armée était présente en 65, pendant les grands événements 65. Et elle a été tout le temps présente pour réprimer en 81 à Casablanca, 84 à Nador, c'est les chars, etc. La police n'a pas de chars, hein. La police, dans les pays démocratiques, elle est censée avoir des autopompes, etc., etc. Mais il n'y a pas de char, il n'y a pas de, il faut pas se leurrer. Donc, l'armée, donc, il y a cette citation de Max Weber, détient la contrainte physique légitime. Donc, l'armée, c'est l'État, et c'est elle qui gère quand l'État est en difficulté, et quand l'État vraiment est sur le point de s'écrouler, l'armée intervient. Et d'ailleurs, ça a été dit par plusieurs ambassadeurs français, à plusieurs reprises, l'aviation française est intervenue au Sahara occidental. Khtar Oudad, en parlait dans son livre Contre vents et marées. Il le dit clairement. Les mirages français sont intervenus justement pour bombarder les Sahraouis. Aucune décision concernant la politique étrangère au Maroc ne peut pas être prise sans se concerter avec l'Élysée. Rien ne peut se faire au Maroc en termes d'industrialisation parce qu'il y a une subordination justement au traité issu de la fin du protectorat, à savoir Aix-les-Bains. Le Maroc ne s'est pas industrialisé, il est resté dans cette logique de dépendance par rapport à la France, parce que ce n'est pas, il n'y a pas de volonté au Maroc de le faire. Je ne parle pas du Mrzen, ça veut dire d'autres volontés en dehors du cercle du Mrzen. Et si le Mrzen est agressif par rapport, je veux dire, la manière dont on a négocié la fin du protectorat français au Maroc est complètement différente de la manière dont on a négocié la fin du protectorat dans la région espagnole. L'espagnol, c'est jamais, bien sûr, je veux dire, les Espagnols n'ont pas cédé le protectorat, n'ont pas signé la fin du protectorat gratuitement. Ils ont obligé le Maroc de céder Ceuta et Melilla et de ne plus, à l'époque bien entendu, revendiquer le Sahara. Et Tarfaya et Sidi Ifni, le régime marocain l'avait mis dans le volet des négociations sous la pression justement de la résistance du Sud. Tarfaya et Sidi Ifni, parce qu'il y a eu vraiment, comme c'était le cas au nord du Maroc, ce qu'on appelait le triangle de la mort, Tizi Ouzli, Aknoul et Bord, il y avait la même chose du côté de Sidi Ifni
Et de Tarfaya, il y avait de la résistance, on a tué des soldats espagnols, etc. Et on a fini par pousser l'Espagne à les lâcher, mais le Sahara ne faisait pas partie de l'ordre du jour des négociations du protectorat. C'est là le gros point d'interrogation. Si tu considérais que le Sahara était marocain, pourquoi tu l'as pas mis dans Jedouel Amal? Pourquoi tu l'as pas mis dans l'ordre du jour des négociations pour l'indépendance et la fin du protectorat? C'est ça aussi les questions qui se posent. Tu l'as mis, même si tu ne l'obtiens pas, mais au moins mis là. Vous savez, même les îlots, l'îlot de Badis, pour ceux qui connaissent le Hussima, il est à 300 mètres de la plage de l'Hussima. C'est un îlot, on n'a même pas dit que les îlots doivent aussi être indépendants. J'en suis certain, l'Espagne les a relâchés. Il y a les Tchafarinas, il y a les Badis, c'est des petits îlots, ils font même pas 500 mètres carrés, 600 mètres carrés. Jazirat Laïla, l'îlot de Laïla, Périkhil, ça n'a pas été à l'ordre du jour. Est-ce que le Mkhzen connaissait réellement sa vie ou là il voulait absolument n'a pas été mis sur le trône? Une fois les Français bien sûr ils sont partis par la porte, ils sont revenus par la fenêtre. Alors à ce moment-là on a commencé à avoir division pour occuper la Mauritanie, pour je ne sais pas quoi, aller vers le Sahara Sharqiya. C'était du n'importe quoi. Alors tu n'étais pas capable de demander Sibta Lilia, au Pignon des Valès, Jazirat Laïla, Jazirat Chafarinas et d'autres, et tu viens demander vraiment, je sais pas moi, 10% des terres du pays voisin. Mais c'est incroyable. Si ça s'appelle pas chercher la discorde, chercher le fitna, je sais pas comment on peut appeler ça. Vraiment, je sais pas comment on peut appeler ça. Vraiment. Alors que on est en train, si réellement, ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sincèrement, et des signaux qui sont donnés par le régime marocain, alors sincèrement, je ne sais pas qui gère ce pays-là. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a des accords signés par le Maroc qui ont aujourd'hui force internationale. Ils sont déposés auprès des Nations Unies. Ce sont des accords internationaux, bilatéraux. Y a-t-il quelque chose qui se cache? Parce qu'on est aussi dans un contexte géopolitique international et géostratégique international un peu compliqué. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, on a l'impression que l'Algérie est du bon côté. Quand je dis que l'Algérie est du bon côté, ça veut dire, même s'il n'est pas dans les BRICS, mais elle n'est pas loin. Son argent est sollicité par les BRICS quand même. C'est le nerf de la guerre. Il a des très bonnes relations avec l'Iran. L'Iran commence à se dessiner comme une grande puissance régionale. La rue arabe conteste tous les régimes arabes qui sont dans des mauvais draps. Aujourd'hui, le Maroc, après la fin de la guerre à Gaza et au Liban, il doit s'expliquer. La rue marocaine ne s'arrête pas et elle continue tout le temps à faire des manifestations gigantesques dans les différentes grandes villes marocaines. On demande la fin de Tatbir, qui était une décision, mais vraiment prise d'une manière unilatérale, dans le sens où il ne s'est pas concerté avec les Marocains, avec les forces politiques marocaines, et tout le monde se souvient, je veux dire, de ce climat dont le Othmani avait signé, et avant que son parti se retourne contre lui, etc.
on est dans une situation abracadabrante aujourd'hui au Maroc. On ne sait pas ce qui se passe, qui fait quoi. Alors, on a demandé à Macron de venir pour lui dire tout simplement, sauf qui peut. Sauf qui peut. La rue, le volcan est sur le point d'exploser. Donc, on a envie de désamorcer cette bombe à retardement dans le Rif. Et je vous dis, les rumeurs qui circulent, peut-être il y aurait une éventuelle libération des prisonniers de Tanger 2, donc le groupe des 6, donc Zafzafi, Hamjir, Jelloul et Adachor et les autres. Et puis, pour le Sahara occidental, Macron l'a fait certainement pour étouffer un dossier de mœurs, j'en suis certain, parce qu'il est certain que le prochain gouvernement qui va débarquer en France, ou bien le prochain président, c'est comme aux États-Unis, ce qui a été fait par Trump a été annulé par Biden concernant le Sahara occidental. Pour que ce soit clair, il y a des positions et des décisions conjoncturelles, on y est là-dedans, et ces décisions, je veux dire conjoncturelles qui a été prise par Macron pour un certain nombre d'horizons qu'on ne connaît pas pour le moment, il faut beaucoup de recul, n'engage pas du tout le prochain pouvoir qui va arriver. Ça veut dire président et gouvernement. Donc voilà, c'est des grands points d'interrogation. Et le Maroc est dans une posture de marketing, gagner du temps, vraiment, pour assurer la transition. Hassan II avait assuré sa transition d'une manière très intelligente, mais vraiment très intelligente. Il avait négocié avec l'USFI de tourner la page des années de plomb. Et donc, il avait mis sur pied donc la loi de l'amnistie générale qui a permis donc à tous les prisons marocains d'être vidés de tous les opposants politiques et d'opinion, y compris les opposants militaires de Tazmemart, ceux des 2 coups d'État, en tout cas les survivants, les prisonniers sahraouis, etc. Et permettre aux exilés de retourner, les réfugiés de retourner, etc. Et de mettre sur pied un gouvernement d'alternance. Beaucoup de gens vont me dire, ouais, Hassan II, c'est pas Mohamed VI, je vous l'accorde. Peut-être sur le plan de le maniement de l'outil politique, mais Hassan II, n'oubliez pas aussi que c'était un sanguinaire, donc un dictateur, un homme qui avait beaucoup de sang sur les mains, avait beaucoup de mépris pour son peuple, mais qui a assuré la transition pour que son fils puisse, je veux dire, commencer une nouvelle ère, mais il a tout raté. Il a tout raté. Il a tout raté. Qui sont les responsables? Il a une grande part de responsabilité, ça c'est sûr. Ses conseillers aussi, les lobbies économiques aussi, des éléments clés du Makhzen aussi, et qui payent le prix qu'on est aujourd'hui en train d'exproprier, détruire les maisons, pour permettre à des gens, normalement, selon le droit marocain, pour permettre à des gens, selon le droit marocain, c'est pas selon le droit de M. Batioui, selon le droit marocain, ça veut dire le code de la nationalité, ne peuvent pas récupérer la nationalité marocaine. Parce qu'ils ont porté des armes, ils ont servi sous d'autres drapeaux. Et l'article 15 du code de la nationalité marocain fait tomber la nationalité pour eux. Justement, professeur, ça sera le sens de la dernière question, histoire de pas trop anticiper, si vous le permettez. Moi, je voudrais revenir, si c'est possible, sur cette affaire de protectorat ou de mise sous tutelle du Maroc, comme vous le dites si bien, et en finir avec ce sujet une bonne fois pour toutes, parce que c'est essentiel. Est-ce qu'il serait possible, très cher professeur, de faire le point sur les faits historiques concernant le traité d'Aix-les-Bains et les accords de Saint-Cloud? Alors, les accords de la Selle-Saint-Cloud, c'est ce que j'appelle des accords normalement qui n'étaient pas du tout attendus.
qui n'était pas du tout attendu. Mais le problème, c'est que l'Algérie, on a décidé autrement. Les Algériens ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Grand pays, grande nation, grande histoire, ont décidé d'en découdre avec la France en Algérie. L'Algérie, pour la France, était un département. C'était un pays, enfin, quelque chose qui faisait partie de... Alors, à un moment, ils se sont dit, on ne peut pas se concentrer sur le Maroc, sur la Tunisie, sur un certain nombre d'autres pays africains. On n'a pas une armée suffisante. Donc, ils ont décidé de se concentrer sur l'Algérie. Et dans ces accords d'Aix-les-Bains, justement, c'était écrit, il ne faut pas vous mêler de la question algérienne. Plus encore, il faut nous aider pour éteindre le feu en Algérie. Et ils ont mis dans la tête des Marocains que si une république verra le jour en Algérie, ça sera la fin du régime monarchique au Maroc, enfin, la fin du régime sultanien au Maroc, comme c'était le cas en Irak, comme c'était le cas en Égypte, comme c'était le cas dans d'autres monarchies arabes. Et donc, bien entendu, c'est ça qui a poussé donc les Marocains donc à se précipiter pour aller au départ à la Celle Saint-Cloud, et puis avant de venir ratifier une fois pour toutes ce qui a été discuté à la Celle Saint-Cloud. Donc, ce qui était extraordinaire, c'est que à Aix-les-Bains, tous les amis de la France, sans exception, à l'exception, bien sûr, de le Pacha Al-Glaoui, dont on ne voulait plus entendre parler, donc Hizb Shura ou l'Istiqlal, ou le parti de l'Istiqlal, ne voulait plus entendre parler de Hamid Glaoui, mais tous les amis de la France, qu'elles soient des Qaïd ou bien des Bachas ou autres, ont été présents à ces négociations. Même des anciens militaires qui ont servi la France en Indochine, à Monte Cassino, etc., etc. D'ailleurs, le chef du gouvernement, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, Raïs al-Hukuma, le premier chef du gouvernement après l'indépendance, bien après la fin du protectorat, c'était un officier français, Mbark al-Bekkay al-Hebel, c'est lui. Donc c'est un bonhomme qui a servi la France, qui n'a pas tiré une seule balle contre la France. Et d'ailleurs, on trouve une de ses déclarations dans les mémoires de Abdelrahim Bouabed, dont j'avais parlé dans la vidéo que j'avais réalisée avec Dounia. Et donc ceux qui veulent avoir plus de détails peuvent retourner à la vidéo de Dounia. Disait, si le palais ne se rallie pas sur les positions de la France, je ne serai pas du côté du palais. Je ne serai pas du côté du palais. Et c'est ce monsieur qu'on va désigner comme chef du premier gouvernement marocain et du deuxième gouvernement marocain. Et ceux qui ont pris les armes, etc., vont être tous liquidés, soit par les milices du Marzin, soit par les milices de l'Istiqlal. Même des gens qui ont été torturés, qui ont pris des armes contre le colonialisme, ont été torturés au nord et au sud. Il y a énormément aujourd'hui de témoignages qui ont été publiés, et parmi ces témoignages, le plus poignant, les nationalistes marocains qui ont pris des armes, qui ont été dans la résistance au nord, etc., ont été torturés à Darbrisha, torturés par les gens de l'Istiqlal. Tous les gens membres du parti de Mohamed Hassan Louazani ont été tous torturés. Donc, Hizb Shura al-Istiqlal, le parti de l'indépendance, est dans un chamboulement total. Et tout ça, c'était les conséquences
justement de ce ex-Liban qui s'est beaucoup focalisé sur l'aspect économique et le partage du gâteau. Partage des mines, le partage du phosphate, le partage des terres agricoles. À l'époque, on avait hérité de 600 000 hectares. Après, on va bonifier pendant l'indépendance 400 000, donc ça devient 1 million. Ça, c'était l'objectif de Hassan II. Mais les 600 000 hectares qui étaient les terres des colons, etc., ont été partagés entre les grands notables ruraux et la famille royale. C'était pourquoi? Pour avoir la main mise sur le monde rural qui était à l'époque présentait presque 68% de la population marocaine. Et donc l'enjeu du pouvoir était dans la sphère rurale. Il faut lire à ce sujet-là le livre de Rémi Léo, le Fellah marocain, défenseur du trône, Al-Fellah al-Maghribi Hamil Arsh. Voilà, Aix-les-Bains, c'était un gâteau. C'était, si tu veux, une sorte de feuille de route pour partager un gâteau entre la France, le régime marocain et les défenseurs de ce régime. Et qui étaient dans leur grande majorité des alliés de la France pendant la période du protectorat. C'est les grandes familles de notables, de mercantiles, etc., etc. Voilà. Et on l'avait bien dit chez Dounia dans la vidéo, dans l'entretien. Le partage était clair. Ce qu'on comprend rien que, par exemple, le partage des phosphates, 50% pour la France, 30% pour la famille royale et 20% pour le trésor marocain seulement. 20%, 30% pour la famille royale et 50% pour la France. Jusqu'en 2056. 20% pour l'État, pour le Maroc, pour les Marocains. Pour le trésor marocain, oui. Jusqu'en 2056 à Ibadallah. Jusqu'en 2056. Les conséquences de ce genre de Asmito vont aller jusque dans les années 70. En 73, des Algériens vont être spoliés de leurs biens. Parce que souvent, le Mgharba les Algériens ont expulsé les Marocains en 75. Je veux bien. Et ça, je le dis souvent à nos amis algériens. Mais en 73, les Marocains ont volé les biens des Algériens qui étaient au Maroc. C'est des milliards. Dawlium l'art, dawlium les hôtels, dawlium Dior, dawlium les Hawanet, mais ils les ont spoliés. Et il y a eu des accords entre Hassan II, je crois en 82 ou la 83 ou la 84, j'ai pas la date exactement, mais ça doit être au début des années 80, avec Chadli Benjedid, quand ils se sont rencontrés à Jujbrel, donc à la frontière algéro-marocaine. Quand ils se sont rencontrés là-bas, Hassan II avait accepté d'indemniser donc ses propriétaires algériens. Et rien n'a été fait. Et c'est comme ça qu'on a lancé sur le dos des Algériens la marocanisation. Dès que la marocanisation a commencé par spolier les Algériens. Et la manière dont on a traité avec les Français, c'était pas la même chose que la manière dont on a traité avec les Algériens. Les Français, les Français qui voulaient pas partir, on leur a dit, OK, vous voulez rester, mais vous ne pouvez pas garder 100% du capital, vous allez garder 49%. Le Marocain doit être majoritaire dans votre entreprise. Donc, vous devrez vendre 51 de votre capital à un Marocain. Et c'était qui ce Marocain? C'était les enfants de Abdelhadi Boutaleb, l'Abbas Fassi, ou Zid. Et là, il y a M. Saadi qui avait fait cette thèse de doctorat là-dessus, la formation des conglomérats, des clusters au Maroc, etc. Si on peut les appeler clusters. Des clusters, car un cluster n'est jamais loin d'une université. C'est ça la définition d'un cluster. C'est la Silicon Valley, le cluster. Mais le Maghreba, ils mettent des termes n'importe où, Allah, mais c'est comme ça. Donc voilà.